Les dirigeants et autres personnalités du monde parlent et nous commentons. C'est tout l'intérêt de cette émission qui porte bien son nom, Ils ont dit. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue. Nous passons en revue les déclarations, entre autres, du président de l'Union africaine, de la Commission de l'Union africaine, du président des États-Unis, du président Bongo. Entre autres. Le reste, vous le découvrirez dans le déroulé de cette émission. Je suis, comme de coutume, avec Jacques Bocon. Il est le rédacteur en chef de Matin Libre. Jacques, bonjour. Bonjour, M. Kassaï. Bonjour aux téléspectateurs. Décrypteur numéro 2, il a nom. Adrien Mossou, bonjour. Bonjour Jérôme, bonjour amis téléspectateurs. Vous êtes le promoteur, le directeur de publication du journal L'Échiquier. Exact. C'est important de le préciser. Oui. Promoteur et directeur de publication. C'est ça, Adrien? Exact. C'est bien. Nous allons tout de suite passer à la première déclaration. Elle nous vient du président de la Commission de l'Union africaine. Il dit exactement ceci. Le prochain mandat pourrait être un échec si nous ne parvenons pas à réduire substantiellement le bruit des armes dans les pays en proie aux crises et aux conflits armés. A-t-il dit juste, Jacques? Oui, il a bien vu, parce qu'en Afrique, généralement, ce sont des foyers de tension, ce sont des foyers de guerre. Et c'est ces guerres qui annihilent le processus de développement dans plusieurs pays. En Afrique et particulièrement dans la sous-région. Et on se demande qu'est-ce que l'Union africaine, la CEDEAO et autres institutions font pour que nous ayons autant de foyers de tension. C'est vrai, il a fait le diagnostic. Maintenant, on peut se demander de quel pouvoir dispose M. Faki pour en arriver effectivement à réduire ces conflits, à éteindre ces foyers de tension dont il parle. Est-ce qu'il pourra le faire pour une institution qui vit aussi aux dépens d'autres à l'international? Donc, c'est une autre paire de manches et je vois la tâche très difficile pour le président de la Commission de l'Union africaine particulièrement et pour l'Union africaine en général, parce que il a beau décider, lui, à son niveau, mais restera la décision des chefs d'État. Et c'est ça le véritable problème. Voilà. A-t-il des ambitions nobles, parlant comme ça, Adrien? Je dirais qu'il entrevoit ce qui pourrait se passer. Vous n'êtes pas sans savoir que après un premier mandat, si je ne me trompe, à la tête de la Commission de l'Union africaine, il a dû quand même se rendre à l'évidence que ce n'était pas une mince affaire, telle qu'il croyait au départ. Il a été confronté certainement aux réalités. Et comme Jacques le dit si bien, quelles sont les forces de coercition dont dispose la CEDEAO, l'Union africaine et nos institutions régionales? Parce que l'idéal aurait été que, lorsqu'il y a foyer de tension quelque part, là où on torpille les droits de l'homme quelque part, là où on viole les constitutions quelque part, où il y a des lois iniques, chrysogènes, l'idéal aurait été que ces institutions-là anticipent, qu'elles soient proactives pour attirer l'attention des dirigeants sur la gravité de la situation, sur ce que ces gens de situation pourraient générer. Ça se fait, non, Adrien? Mais non, désormais, mais c'est des propos diplomatiques que l'on tient, ça s'arrête là. On vient parler quand même. On vient parler quand même, mais dans des oreilles de sourds, excusez-moi de le dire. Et Jacques l'a relevé tantôt. Ceux-là qui sont chargés de mettre en application, ou bien qui doivent être obligés de mettre en application les décisions que prennent ces instances, vous croyez qu'ils vont le faire? Mais non, c'est lorsque ça les arrange. C'est lorsque ça les arrange qu'au détour des sommets de l'UA, de la CEDEAO, oui, on se bombe le torse, on dit que la CEDEAO a pris position, la CEDEAO a apprécié ce qui se fait, bon, il y a des détails à revoir, que les uns et les autres se parlent, et c'est fini. Ça s'arrête au communiqué. Mais rappelez-vous, à l'heure de la défunte OUA, avant de lire les secrétaires généraux à l'époque, c'était une véritable... Vraiment, il fallait véritablement s'y mettre. Nous allons y arriver, hein. Les foyers, il y en a tellement. Somalie, Tanzanie, Tigré, Centrafrique, mais c'est beaucoup sur le continent, Jacques. Tout à fait. Et je le soulignais tantôt, même du côté
dans le Sahel. Vous voyez, aujourd'hui, on parle des djihadistes au Mali, un peu partout au Niger. Pour ce seul continent, Pour ce seul continent, oui. Surtout dans la zone des Grands Lacs, vous voyez, ça crépite. Il est préoccupé, ce que le président de la Commission. Il est préoccupé et c'est une ambition noble. Et avant lui, certainement, d'autres ont eu ce genre d'idées. Mais quand on voit que Faki lui-même, sans doute, on a dû user de diplomatie pour qu'il soit reconduit, peut-être. Il y a certainement d'autres pays qui ont envie aussi d'occuper le poste. Donc, est-ce que, à son niveau seul, il pourra? Lui, il est aux ordres. Il est aux ordres. Ne nous leurrons pas. Donc, moi, je le vois très mal, même s'il porte cet idéal-là, qu'il puisse l'imposer au sommet des chefs d'État, par exemple, parce qu'il faut que des chefs d'État se réunissent, entérinent les décisions, sinon, à son niveau seul, est-ce qu'il pourra véritablement quelque chose, même si l'idée qu'il émet n'est pas à jeter à la poubelle. C'est une idée noble, c'est une ambition très noble, et il faut souhaiter que ces crépitements d'armes soient réduits sur le continent, encore qu'il va falloir que les chefs d'État accepte la chose. Il parle également, parlant de son second mandat, Adrien, de la bonne gouvernance avec la question du constitutionnalisme et de l'état de droit. C'est lui qui l'a vu, j'ai pouffé. L'autre chose, pour apporter de l'eau au moulin de Jacques, la posture, je ne souhaiterais pas être dans la posture ou dans la position de M. Moussa Faki. Vous savez pourquoi? Dans son pays, quel exemple on y donne? Il y a également ça qui fragilise ceux-là qui sont portés, ces technocrates-là qui sont portés. Il sait, il le sait, pourtant il parle. Justement. Il a félicité pour dire à son président. Mais je crains que sous cap, on lui tape dessus. Vous comprenez bien? Je crains que sous cap, on lui tape dessus. Parce qu'en fait, je dirais que si on était encore sur les bancs au collège, on nous fait lecture, expliquer ou de commenter un texte. Mais je titrerai volontiers. Il sait que c'est un mandat. C'est un mandat difficile pour lui. Il prévoit déjà, il présume de ce nouveau mandat-là. Un mandat qui ne sera pas du tout aisé. Parce que les tensions, les fois de tensions, il y en aura davantage sur le continent. Vous savez bien que c'est la période des élections. Il y a d'autres élections qu'on n'a pas pu bien gérer. Il y a d'autres qui s'annoncent. C'est des soucis pour le président de la commission. Mais puisque désormais, ces technocrates-là sont obligés de faire la volonté, parfois de leur chef d'État, le corps défendant. Mais il n'y peut rien. Il est obligé d'assumer et de boire, je dirais, le calice jusqu'à la... Mais il n'en parle publiquement. Mais s'il en parle publiquement, ça ne fera aucun effet. Je vous dis à la limite, si c'était possible, et qu'après le mandat accordé, vous faites de fausses déclarations, des déclarations qui vont à l'encontre des aspirations de vos dirigeants, si on peut vous rappeler, on vous rappellerait volontiers comme on le fait pour les diplomates. Donc, il sait ce qu'il attend par rapport à ce second mandat. Il dit qu'il est contre le non-respect des limites de mandat. Jacques. Oui, c'est... Il a martelé très ouvertement. C'est bien beau de le dire à la face du monde. Maintenant, de quel pouvoir dispose-t-il pour amener un chef d'État qui ne veut pas respecter la constitution de son pays? Il parle de l'institution de lui-même. Oui, il parle de l'institution, mais que peut l'institution sans les chefs d'État? Parce que c'est l'instance suprême de l'Union africaine aujourd'hui. C'est le sommet des chefs d'État qui décide de tout. Donc, lui, il a beau émettre ces genres d'opinions. Je crains qu'à la fin de son mandat, qu'il ne vienne nous dire, oui, moi j'ai eu au moins l'idée, mais dans la faisabilité, dans l'applicabilité, il y a eu des soucis parce que j'ai rencontré tels obstacles. Vous voyez, on peut dire que le seul qui a osé, c'est le feu Marcel de Souza, par rapport à la situation en Gambie avec Yaya Jammeh qui ne voulait pas partir. Mais ça n'a pas été facile. Il y a eu des scissions au niveau des chefs d'État. Il était président de la commission de la CEDEAO. Voilà. Oui. Ça n'a pas été facile. C'est vrai, quand on veut, on peut. Mais, alors, ce n'est pas sans obstacle, ce n'est pas sans écueil.
il va falloir que Moussa Faki peut-être use de son pouvoir. Maintenant, est-ce que ce pouvoir peut aller au-delà des pouvoirs des chefs d'État qui l'ont peut-être imposé là, parce qu'il n'est pas arrivé là ex nihilo. Il leur doit aussi quelque part allégeance. Donc, il peut le dire à haute et intelligible voix, mais dans l'application, moi, je trouve beaucoup d'obstacles sur son chemin. Pourquoi, jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas pu faire véritablement l'Union africaine? Pourquoi on n'a pas pu faire, comme le dit souvent le président Nicéphore Soglo, pourquoi on n'a pas réussi à faire le quadrilatère Nigeria, Togo, Ghana? Jusque-là, on n'a pas pu s'unir. C'est vrai, même dans la sous-région, il y a des pièces, on dit, oui, lorsque vous avez votre pièce d'identité, vous pouvez circuler un peu partout dans la sous-région, mais ce n'est pas dans l'application. Ça pose problème parce que tel chef d'État se lève, il impose son dictat, et au vu aussi de ces institutions. Vous voyez aussi comment ça se passe quand il y a élection. On envoie des médiations, des commissions dans le pays pour écouter les différentes parties. L'opposition soulève des points qu'on n'arrive pas à régler avant d'organiser l'élection. L'élection vient, cette même Union africaine va envoyer des observateurs sur le terrain, et au soir de l'élection, on va dire de façon diplomatique que tout s'est bien organisé, tout a été bien organisé. Comme l'a dit M. Amoussou, vouloir c'est prévoir. Il faut anticiper, parce que ce n'est pas en aval qu'il faut régler la crise, le crépitement des âmes. Si vous voulez diminuer le crépitement des âmes, c'est déjà en amont qu'il faut régler ça. Il faut anticiper sur ces crises en optant pour des élections inclusives, en optant pour le respect de la Constitution. Maintenant, il va rester le pouvoir de coercition qui va manquer certainement à Moussa Faki. Alors, il ne craint pas de heurter Déby, qui l'a positionné à ce poste-là. Justement, je crains que ce qui est arrivé à Diallo Telli en Guinée de Sékou Touré ne lui advienne quand il aura quitté les affaires. Vous avez peur pour lui? Ah, j'ai peur pour lui. Ah oui, déjà. Déjà parce que, vous comprenez bien, je parlais tantôt de la posture qui est celle de l'actuel président de la Commission de l'Union africaine. Il est fragilisé. Tu m'as nommé, je te connais plus. Mais il est fragilisé à voir ce qui se passe. Ou récemment, là. Mais quelqu'un a été investi pour un énième mandat. Alors qu'on parle de démocratie, vous comprenez bien que, vous comprenez bien que nous ne sommes pas encore sortis. Ça peut lui coûter cher. Ah oui, il doit désormais savoir parler, parce que on peut lui reprocher. Là, il est quoi? Non, lui, il annonce, marionnette. Il annonce les couleurs à sa façon, mais après, que valent ces déclarations si véritablement elles ne peuvent pas produire des effets escomptés? Et comme l'a dit Jacques tantôt, normalement, lorsqu'on annonce l'arrivée d'une commission de la CEDEAO, de l'Union africaine, de l'ONU, mais dans un pays, les dirigeants doivent commencer par avoir un peu peur. C'est pas le cas? Nous ne sommes pas le cas. Ah, on applaudit parce qu'on vient comme pour corroborer certaines choses. On vient comme pour donner un blanc-seing diplomatique à ce qui va se passer. Oui, les opposants, on dit qu'on reçoit les opposants, on reçoit les différentes parties. Normalement, la priorité devrait être accordée aux opposants. Et voici véritablement ce qu'ils défendent est pertinent. Pertinent en ce sens que il faut tout faire pour prévenir les conflits. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que prévenir les conflits, c'est prévenir le crépitement des armes, en fait. Ça se tient là. Normalement, c'est ça qu'il faut prévenir et attirer l'attention des autorités ou bien de ceux qui ont les pouvoirs de décision par rapport à ce qui pourrait advenir si on s'entête à foncer droit. Vous comprenez bien? Donc, non. Il a du pain sur la planche, il en a conscience. Ce n'est que le début. Jacques, l'International Crisis Group dénonce sous sa mandature une culture de harcèlement sexuel, de corruption et d'intimidation au sein de la commission pendant sa présidence. Et on lui reproche quoi? Ce silence et sa discrétion. Il y a des choses à peine de ce côté-là aussi, hein? Jacques? C'est la preuve que le vice traîne partout. Le vice traîne partout et qu'il a vraiment du pain sur la planche. Si déjà, lui, il voit du côté de la gouvernance politique, notamment au niveau des États, on lui dit là, attention, il y a le feu qui brûle aussi déjà chez toi. Il faut régler ce problème avant de sortir de la commission de l'Union africaine. Donc moi, je dis, ouais, c'est vrai, et par rapport au problème de harcèlement sexuel et autres, je pense qu'il faut
pour une institution du genre, il faut quand même œuvrer à ce qu'on n'entende pas ces genres de choses parce que ça ne fait pas bien pour l'image de l'institution, pour la crédibilité de l'institution. Il faut tout faire pour extirper du lot ces dirigeants qui, jusqu'à ce niveau, arrivent à poser ces genres d'actes. Mais il ne dit rien, c'est ce que lui reproche International Recreation Club. Oui, parce que sa responsabilité morale est engagée. Oui. Et être à la tête de ces genres d'institutions, ah oui, on tient énormément à votre honneur, à votre probité, parce qu'ils ont été des critères déterminants, en fait, qui ont présidé à votre désignation ou au choix. Bon, lorsque on est à la barbe de celui qui est censé incarner l'autorité morale, ces genres de choses se passent, vous comprenez bien que c'est à déplorer et à fustiger. Là également, c'est des éléments qui pourraient fragiliser le responsable. Parce que quand ces genres de situations adviennent et que vous n'êtes pas à même de frapper ou de remettre les choses à l'endroit, vous comprenez bien que soit vous êtes complice, parce qu'il y a des silences coupables. Vous comprenez bien, vous êtes complice et le moment venu, lorsque une grosse crise surviendrait, vous ne serez pas épargné. Cette affaire-là va tuer nos administrations, non, Jacques? Oui, ça va faire exploser même nos administrations. On descend la braquette n'importe comment. N'importe comment, même à ce haut lieu, parce que l'Union africaine, c'est déjà l'international, disons. Je pense qu'il faut apprendre à discipliner ceux qui le font, et à les extirper, à les décourager à jamais pour qu'ils servent d'exemple à ceux qui voudraient ou ceux qui ont des velléités du genre. Parce que si on ne le fait pas, vous voyez, quand on apprend qu'au niveau, par exemple, de tel, je dis n'importe quoi, au niveau de la MINUSMA, que des militaires vont violer des femmes dans les zones où on les a envoyés pour protéger les populations. Vous voyez, qu'est-ce qu'une institution, si c'était à l'ONU par exemple, qu'est-ce que l'ONU peut dire à ces soldats-là? Parce que ils peuvent dire oui, mais déjà au sommet c'est pourri, et à la base qu'est-ce que vous voulez faire la leçon à qui? Vous voulez faire la leçon à qui? Donc d'où il faut faire en sorte que au niveau de la population, au niveau des autres démembrements, qu'on projette une bonne image. Voilà. Adrien, il était seul candidat en liste, hein? Alors 51 pays ont voté pour lui. Les ambitions manquent sur le continent où lui a devenu la même marche. On a évoqué tantôt, ils ne sont pas si libres. Ils sont pas si libres. Vous vous rappelez la dernière fois, pour élire la secrétaire générale de l'OIF, si je ne me trompe, c'est une surprise pour certains. On parlait d'élire, parce que c'est l'élection, ça. Justement, si on devait tenir compte de certaines réalités, les droits de l'homme, dans son pays d'origine, vous comprenez bien que ça ne passait pas. Parce qu'avant, lorsqu'on parlait d'élections dans ces genres d'institutions d'organes, alors là, il faut se gratter la tête avant même de se porter candidat. Mais aujourd'hui, mais tu me tiens, je te tiens en fait. La plupart des chefs d'État, selon les continents ou selon les pays, selon les organisations, tu me tiens, je te tiens. Ah oui, et tu dois me concéder ceci, sinon je ne vais pas te permettre de faire accéder à tel poste un compatriote, ton candidat. Il y a des compromissions à nul autre pareil et inimaginables, mais qui, en définitive, fragilisent ou hypothèquent l'avenir de nos institutions, de nos organisations. En fait, c'est de ça qu'il est question. Sinon, à la tête de certaines institutions les plus huppées dans le monde, il y a certaines personnes qui ne devraient même pas être habilitées à se porter candidat. Vous aurez tout compris. Alors, on peut dire qu'il manque d'ambition au niveau des cadres. Lui a sa fatigue, c'est ça? Bon, c'est devenu un machin. D'abord, il faut dire que si les tests prévoient que ça soit 2 mandats, c'est-à-dire un mandat renouvelable, enfin 2 mandats renouvelables une fois, je pense qu'il n'a pas encore violé les... Il ne vient pas les tests, mais il n'y a pas eu de candidature. Oui, certainement que son pays a su
fait les choses de façon diplomatique, a su Ça se fait même à ce niveau-là, au sommet. Ce qu'on fait dans nos villages, là, on transporte ça là-bas. Bien sûr, on négocie. Et M. Amsou l'a dit. Laisse mon gars. Oui, laisse mon gars. Et il y a la CEDEAO qui sera peut-être vacante dans quelques semaines, dans quelques mois. Si tu veux, je t'aide à faire le lobby. On se partage ça. L'intérêt du continent, où est-il? À partir du moment où ce n'est pas par appel à candidature, ce n'est pas sur concours. Souffrez que les gens mettent à contribution leur connaissance et peut-être aussi, disons, leur pouvoir pour imposer leur cadre. Et moi, je pense que c'est ce qu'il faut aussi souhaiter. Peut-être après le Tchadien, il faut souhaiter qu'il y ait peut-être un Béninois là. Et c'est en cela qu'on voit aussi la force de la diplomatie d'un pays. Comment vous arrivez à placer vos cadres? Parce qu'ils ne sont pas faits seulement pour servir votre pays. Il faut qu'ils aillent monnayer leur talent ailleurs. Moi, j'applaudis ça à partir du moment où ce n'est pas encore contre les tests de l'Union africaine. Oui, c'est vrai, on peut se demander si il est seul sur le continent pour que ça soit lui seul qui soit candidat. Mais si son pays a pu bien négocier... Les fois d'avant, c'était toujours un challenge. Bien sûr, c'était toujours un challenge. Mais Idriss Déby sur le continent, vous savez... Il est puissant. Ce qu'il a, oui, n'importe qui n'importe qui ne se fait pas maréchal. N'est-ce pas? On a respecté aussi l'esprit Jean, la dernière fois, une Rwandaise, le second. Rwanda, ça va bien. Une autre surprise, c'est vrai. Pourquoi surprise? On a respecté le genre. Parce qu'en fait, ces institutions dont nous parlons sont des institutions dont les premiers responsables doivent pouvoir trancher les conflits lorsqu'ils adviennent. Ouais. Excusez-moi, je dis n'importe quoi peut-être, ou bien je vais avoir un propos trivial. Allez-y. Mais vous n'êtes pas propre et vous voulez me faire la leçon. Il y a un conflit. Vous savez bien, je suis en conflit avec tel ou tel autre. Et c'est vous qu'on envoie jouer les messieurs bons offices. Mais venez, je vous regarde, mais je vous connais. Mais le prototype d'homme, de dirigeant que vous êtes, c'est vous qui allez me faire la leçon. Vous comprenez déjà que votre médiation a échoué par rapport à cela. Je vais demeurer camper sur un certain nombre de positions, connaissant certaines choses de vous, parce que je me dis tout de suite, mais qui est-il celui-là pour me faire la leçon? De quelle moralité se révèle-t-il? Vous comprenez bien? C'était blocage. Mais aujourd'hui, bon, ça ne dit rien, on ne tient plus compte de cela. On parle de l'esprit Jean, c'est tout ce qui est... Oui, non, l'esprit j'ai respecté, mais l'esprit j'ai... Mais on aurait pu quand même. Mais le Tchad et le Rwanda, vous allez me dire que c'est là où peut-être la démocratie marche, c'est les ondes sur le continent. C'est vrai. Ah, peut-être que c'est ça. Oh, la démocratie marche. Non, mais peut-être que... L'esprit Jean d'abord. Oui, l'esprit Jean, moi, je pense qu'au Rwanda, ça... Au moins à 80% dans l'administration, vous avez l'esprit Jean qui est respecté. Le Rwanda fait partie des modèles sur le continent, j'avoue. Et le président Kagame, à ce niveau, il sait bien le faire. Et au niveau de l'OIF, je pense. Oui, c'est une Rwandaise qui a imposé. Voilà, il a imposé tranquillement. Elle est venue au Bénin faire son lobbying et ça lui a marché. Donc je pense que Kagame, sur ce point, fait partie aussi des dirigeants les plus respectés du continent. Bon, au-delà de tout ce qu'on peut lui reprocher. Moi, je raisonne sur le plan diplomatique, c'est cela qui m'intéresse. Comment vous arrivez aussi à positionner vos cadres. Et sur ce point, je pense... ça lui marche. Et ça lui marche. Ça veut dire qu'il a de la poigne. Il se fait respecter aussi sur le continent. Il n'est pas n'importe qui. Et moi, j'aurais aimé que ça soit des Béninois qui soient à ces gens de poste aussi. Nous le méritons parce que, même si, bon, en matière de démocratie, d'aucuns disent que nous avons pris un coup, ce que je soutiens par ailleurs, je pense que nous sommes aussi un modèle. Et à part Marcel de Souza, depuis que Marcel de Souza est parti, on n'a plus tellement de postes dans la sous-région comme ça. Donc, moi, j'aurais aimé que ça soit un Béninois ou une Béninoise qui soit à ce poste. Parce que en matière de genre, c'est vrai, on ne doit pas le dire seulement sur papier. Il faut le prouver. Il faut montrer qu'effectivement, on est adepte ou bien promoteur du genre. Et nous échouons maintenant au Gabon. Le chef de l'État gabonais a parlé à Ali Bongo. Il dit ceci: ce qui est consommé en Afrique
doit par principe être produit en Afrique. Ce qui est consommé en Afrique doit par principe être produit en Afrique. Je suis avec vous, Adrien. Oui, nous sommes d'avis en cela que justement, nous n'avons de cesse de prôner le consommation local, c'est-à-dire nos produits. Mais c'est un paradoxe parfois. Vous voyez des dirigeants qui vous donnent l'impression de chercher à promouvoir non seulement nos cultures, à promouvoir les produits locaux, mais eux-mêmes, lorsque vous rendez compte de ce qu'ils consomment. Vous êtes à table avec eux? Quand même, des proches. Mais quelquefois, nous apprenons et nous voyons aussi. Vous comprenez bien? Donc, c'est deux mondes opposés. Vous comprenez bien? Bon, certainement que un sursaut d'orgueil est en train de prendre par là. Il veut bien que les uns et les autres prennent conscience de la situation. Mais je crains qu'à ne pas savoir s'y prendre, nous risquons de passer à côté également de cette promotion des produits locaux, en fait. Donc au Gabon également, vous n'êtes pas sans savoir que là, c'est vrai que dans chaque pays, il y a des cultures ou des produits de consommation de base, dont on ne saurait se passer. Mais après ça, ou à côté de ces produits-là, vous comprenez bien que l'Occident a tout fait d'être servi dans nos plats. Il lance comme ça la bataille pour la production en Afrique, non, Jacques? Bien sûr, et ce n'est pas nouveau. Disons que beaucoup de chefs d'État ont ça comme cheval de bataille, le consommation local. On le dit sur les lèvres, mais dans l'exercice du pouvoir, dans la faisabilité, je pense que ça pose énormément de problèmes. Oui, il l'a dit. Maintenant, dans son propre pays, quels sont les mécanismes qu'on a mis en place pour créer les conditions? Parce que le consommation local doit aussi répondre à des exigences, à la production locale. Voilà, il faut aller à l'agriculture. Et produisons ce que nous mangeons. Oui, je suis d'accord. Mangeons ce que nous produisons. Maintenant, si les Gabonais doivent se lancer dans le consommation local, est-ce qu'il y en a effectivement pour tout le monde? Parce que c'est aussi cela. Si on ne règle pas en amont ces petits problèmes de mécanisation de l'agriculture, de transformation... C'est ce qu'il dit, changeons de comportement. Oui, mais changeons de comportement, ça ne se dit pas seulement sur les lèvres. Il faut qu'on le sente aussi dans la gouvernance. Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas généralement le cas. Est-ce que des opérateurs économiques aujourd'hui peuvent se mettre à transformer aussi facilement disons l'ananas, à transformer ça en jus de fruits? Qu'est-ce que le pouvoir ou le gouvernement fait pour accompagner ça, pour imposer ça? Et qu'est-ce qu'on fait aussi pour que celui qui investit dans ce secteur écoule aussi facilement cela? Donc, je pense que c'est un tout. C'est un tout et les dirigeants, moi j'ai l'impression qu'on sert aux populations ce qu'elles ont envie d'entendre et le reste, on s'en fout pas mal. Sinon, c'est bien comme idée et qui ne le dit pas aussi. Au Bénin, ça se dit. Maintenant, allons voir. Le Gabon exporte toujours son bois. Voilà. Ça sort toujours. Le coton, ça sort toujours du continent. Et on est où là? Alors, quand est-ce que nous aurons alors les moyens véritablement pour atteindre ces objectifs? C'est-à-dire que nous devons souvent tout envoyer à l'extérieur. Brut. Et justement, là également, il y a un problème, comme il a dit. Maintenant, quel est le processus, quel est le mécanisme à mettre en place ou en branle pour permettre d'atteindre ces objectifs? C'est ça qu'il est question. Donc, je ne dirais pas que c'est un one-man show, parce que parfois, pour se sortir d'affaires par rapport à une situation, on veut bien dire certaines choses pour plaire au peuple, le temps de faire oublier certaines situations, de faire digérer certaines choses. Donc, vivement que les Gabonais, les mois, années à venir, le prennent au mot. Et ces produits-là coûtent moins cher au pays que les produits locaux. Justement parce que devant ces dirigeants-là, l'international vous pose ces conditions. Quand vous prenez par exemple, disons, un pays comme la Chine ou le Japon, vous sentez que le consommation local est bien assis dans ces pays-là. Comment ont-ils pu arriver
à ce niveau-là. Donc, je pense qu'il faut aller à leur école. Même en matière de culture, il y a d'autres qui, pour l'anecdote, disent que lorsque vous allez en Chine, même si vous voulez des costumes pour 100 francs, on vous vend des costumes pour 100 francs. Vous ne retournez pas dans votre pays sans avoir ce que vous voulez. Si vous avez 500 000, vous pouvez aussi avoir des costumes pour 500 000 francs. Donc, il faut savoir... comme dans les produits pharmaceutiques, on a des génériques et comme on appelle l'original. Donc, je pense qu'il faut... c'est une question de politique également, parce que les gens ont la volonté d'aller à la terre. Maintenant, vous allez à la terre aujourd'hui, quelles sont les conditions qu'on vous offre à ce niveau? Il y a disponibilité de la terre, les machines sont-elles disponibles? Si vous finissez l'écoulement sur le marché, il faut organiser tout ça. Aujourd'hui, lorsque vous prenez par exemple l'ananas béninois, on dit que avant que ça ne sorte même du pays, il faut que ça respecte une certaine norme et qu'on vous impose, et au final... Ça vous paraît anormal? Ça ne me paraît pas anormal. On tient compte du client. On tient compte du client. Oui. Maintenant, comme vous l'avez dit, le client, lui, il rachète moins cher. Et vous allez chez le même client, vous vous déplacez chez le même client là-bas, vous payez ça très cher. Donc, ça veut dire déjà que... Est-ce que ce n'est pas une politique pour appauvrir ceux qui sont à l'interne? Donc, avec la complicité des dirigeants? Évidemment, avec la complicité des dirigeants. Le font-ils? Oui, ils le font. Ils le font. Vous avez parlé tantôt du bois qui sort. Nous avons aussi, par exemple, pour Bénin, le coton qui sort, brut, qui nous revient sous forme de tissu, de pagne, mais que nous rachetons cher et très cher même. Donc, autant de choses qu'il faut revoir. Si nous voulons effectivement qu'il y ait le consommant local, que le consommant local réponde, il faut créer les conditions. Et créer les conditions, c'est une question de volonté politique. Voilà. Nous passons donc à la déclaration suivante. Le partenariat États-Unis-Afrique, alors le président des États-Unis a parlé. Les États-Unis se tiennent prêts maintenant pour être votre partenaire dans la solidarité, le soutien et le respect mutuel. Il a parlé à l'occasion du 34e sommet de l'Union africaine, Adrien. Oui, il était temps de rassurer les partenaires africains. Alors, voilà ce qui s'est passé ces 4 dernières années avec l'administration qui a précédé celle de Joe Biden. Vous comprenez bien qu'il faut rassurer. Parce que ces 4 dernières années, du point de vue du partenariat, il faut dire que l'Afrique n'était pas du tout à la fête. Hein. C'était des difficultés énormes pour les partenaires africains. Donc, il revenait à l'actuelle administration américaine de rassurer. Donc, à ce sommet de l'UA, l'opportunité était trouvée pour rassurer les dirigeants africains par rapport au partenariat. Maintenant, c'est vrai qu'on dit souvent que la politique africaine des États-Unis, quel que soit le type, le courant politique qui est aux affaires, quel que soit le parti, bon, il n'y a pas grand changement, mais avec les démocrates, je crois savoir qu'ils sont un peu regardants. Il a pensé à vous tout de suite, là. Pardon? Il a pensé à l'Afrique tout de suite. Oui, il a pensé à l'Afrique tout de suite, mais les autres, bon, Barack Obama, lorsqu'il était arrivé également, il avait suscité quelques espoirs par rapport à cette situation. Et comme je le disais tantôt, au moins avec les démocrates, parfois, on est assez regardant sur certaines choses. Il n'est pas dit comment les républicains prennent également le pouvoir. Il y a des activités qui sont facilitées, on accorde certains avantages, vous comprenez bien, aux pays africains. Mais, in fine, bon, est-ce que, au nom du partenariat, on peut dire que les Africains sortent gagnants ou perdants? Bon, c'est un millimètre pour le moment. Avec l'administration Biden, nous verrons bien si ce partenariat-là a un peu plus de concret dans la réalisation. Parce qu'il faut promettre, mais il faut promettre et tenir. Voilà. Jacques, il continue Biden, notre monde est interconnecté et nos destins sont indissociables. Absolument, parce que quand vous... Ils se sont si liés à l'Afrique. Bien sûr, quand vous prenez les États-Unis, c'est beaucoup de peuples à la fois. Et l'histoire nous enseigne que avec la traite négrière, nos grands-parents ont pris par là. Donc, il se souvient que certainement l'Afrique a
à son cordon ombilical qui est de l'autre côté aussi. Bon, Biden, est-ce qu'il pourra aller au-delà de ce que son pouvoir ou le pouvoir lui permet de faire? C'est bien déjà de rassurer, mais est-ce qu'il peut aller au-delà des lignes qui lui sont tracées? Parce que vous avez beau être le premier des Américains, quelle que soit votre chapelle politique, que vous soyez démocrate ou républicain, c'est American First. Et ce n'est pas pour les beaux yeux. Parce qu'un partenariat, ça suppose quoi? Un partenaire, ça suppose... tout le monde trouve son compte. Absolument. Que vous traitez plus ou moins, même d'égal à égal. Maintenant, est-ce que les États-Unis sont prêts à nous regarder de cette façon-là, à nous traiter comme exactement comme un pays comme les États-Unis, à nous loger au même piédestal? Je crains beaucoup, parce que lorsque vous voyez déjà, ce sont les États-Unis qui avaient quand même institué la loi sur, je pense, l'AGOA. Et l'AGOA, ce n'est pas pour nos beaux yeux, ça sélectionne là. Ça sélectionne. Il y a des produits qui ne peuvent même pas aller aux États-Unis aujourd'hui. Ça vous exhorte à bien travailler? C'est pas simple ça? C'est noble, non? Oui, mais ça nous exhorte à travailler, mais en même temps, nous avons beaucoup de besoins. Parce que, vous voyez, aujourd'hui, pour qu'un produit réponde à une certaine norme, ça coûte, disons, les yeux de la tête. C'est toute une fortune. Et on ne s'installe pas. Un privé, forcément, aujourd'hui, n'a pas des potentialités pour s'installer tout de suite. On lui crée toutes les misères du monde. Si tu n'es pas, disons, une menace pour le pouvoir, tu es obligé de jeter la clé sous le paillasson et de partir. Donc, je pense que c'est beaucoup de choses. C'est bien de le dire ainsi, mais moi j'attends que, effectivement, dans l'application, qu'on constate que nous sommes traités d'égal à égal, nous sommes traités comme vraiment des partenaires, comme il l'a dit, pour aussi applaudir Joe Biden. C'est vrai que sous des républicains, par exemple, nous avons eu le MCI 1. C'est sous un républicain que nous avons eu, par exemple, le MCI 1. Donc il n'est pas dit forcément que ce sont seulement les démocrates qui sont, disons... ce monopole-là. Voilà, qui ont ce monopole de bien traiter l'Afrique. Mais aussi, l'Afrique a une part de responsabilité dans ce partenariat, parce que ce n'est pas parce que vous êtes tout de suite partenaire des États-Unis qu'il faut vous permettre une certaine largesse. Les États-Unis sont très regardants, rigoureux sur certains points en matière de démocratie, de bonne gouvernance. Ça ne pardonne pas. Donc, il va falloir que sur le continent, les dirigeants sachent que la pêche leur est tendue, mais en retour, ils ont une grosse part de responsabilité à jouer pour que ce partenariat soit durable et que nous constatons réellement les effets. Adrien, l'Afrique n'est plus le pays de merde comme ça? Justement, je vous ai dit que ces 4 dernières années... il a dû touper ce monsieur. Justement. Tout un continent. Il s'en fout. Il s'en fout parce que vous ne valez rien. Puisque vous-même, vous y avez prêté flanc, on vous traitera tel que vous serez présenté. C'est ça, en fait. Quand je parlais de certains détails auxquels tiennent quand même les démocrates, vous comprenez bien que Joe Biden ne pourra pas aller à cet excès dans les propos. Vous comprenez bien. Donc, entre son prédécesseur, lui, vous comprenez qu'il n'y a pas photo du point de vue comportemental. Donc... Voilà qui rassure. Et comme Jacques l'a dit tantôt, nous avons à travailler et nous avons à convaincre le partenaire d'en face en lui faisant comprendre que véritablement nous sommes décidés à saisir la perche qui nous est tendue et que nous avons également des potentialités à faire valoir. Est-ce que c'est parce qu'ils n'ont pas été colonisateurs par ici, ça influe un peu, non, Jacques? Oui, ça influe. Les colonisateurs, ça marche, hein? Oui, pour le colonisateur, c'est vrai, on peut avoir cette impression qu'on a... C'est une impression. Qu'on a droit Paris décide, quelqu'un exécute, non? Qu'on a droit de vie et de mort sur tout le monde. Mais bon, vous savez, aujourd'hui, chacun cherche à s'imposer sur...
dans le monde entier. Les États-Unis, forcément, c'est vrai, ne sont pas le pays colonisateur, mais ont quand même une part de marché. C'est comme la Chine aujourd'hui qui travaille à investir l'Afrique. Donc, chacun bouge ses pignons comme il l'entend pour avoir sa part du marché, pour investir le continent. Et je pense que les États-Unis aussi n'ont pas intérêt à ce que l'Afrique leur échappe. C'est quand même un gros marché aussi. Ils ont attiré de nous, du continent? Ah oui, justement, parce que, désormais, il faut également être à côté de celui qu'on croit petit, parce que le petit ne demeurera pas petit. C'est vrai, il y a certainement des ressources également, des potentialités chez nous. Du pétrole, du bois. Ils auront besoin, en fait. Nous passons maintenant au Tchad. Je pense à la lourdeur de la tâche qui m'a été confiée et à sa délicatesse. Je me prépare à me donner beaucoup plus à fond. Qu'il dit, Maître Théophile Bongoro, candidat unique de l'opposition. Humble ou pas si sûr de lui, Adrien? Je dirais les deux. Vous avez vu ma perplexité. Je dirais les deux. Vous savez bien qu'il a en face de lui un gros morceau. Il a en face de lui, ou il aura en face de lui, un gros morceau. Je vais faire le jeu de l'élection présidentielle. Et comme je l'ai souvent dit, en Afrique, vous savez bien que dans la plupart des cas, ceux qui sont aux affaires, ils l'emportent toujours. C'est le cadre dont il est question. Vous comprenez bien qu'on a investi le grand timonier là-bas il y a quelques semaines, quelques jours, et c'est lui qui se porte encore, et c'est lui qui portera l'étendard de son parti. Je parle d'Idriss Déby. Non, vous comprenez bien, on vous a fait depuis 90. Oh là là, à se demander s'il y a véritablement une démocratie, même à l'interne de ces partis. Revenons aux candidats de l'opposition. L'opposition a fait l'effort de désigner un seul candidat. Là, je dirais que ce n'est qu'une première partie de gagner. Mais la plus grosse partie à jouer, ce sera à l'occasion de la présidentielle, le jour de l'élection dans les urnes. Est-ce que les Tchadiens auront la liberté de voter véritablement pour le candidat de leur choix? Dans quelles conditions ces élections s'organisent là-bas? Et oui, ce sont des éléments. Entre parenthèses, je ne suis pas surpris que les commissions de l'UIA là-bas, c'est l'Afrique centrale, ils n'ont pas de CEDEAO, ils ont aussi leur institution régionale ou sous-régionale. Les gens iraient également pour jouer, les messieurs Bonzorfi. Être bien payés. Mais il faut justifier quand même ce pourquoi on est là ou ce pourquoi on vous envoie en mission, vous comprenez bien. Donc, parce que si les élections devaient être vraiment ouvertes, démocratiques, alors là, l'opposition pourrait faire mal. Mais lorsque nous savons dans quelles conditions ces élections s'organisent, je crois savoir que le président de l'exercice a déjà des longueurs d'avance sur ce candidat de l'opposition. C'est inédit au Tchad. Oui, Jacques. Oui, inédit, d'où la lourde responsabilité dont parle Maître Bongoro. Quand dans le lot, dans tout ce lot, on vous arrive à vous faire confiance, à vous placer comme le candidat de l'espoir de tout un peuple, parce que il y a des gens qui sont nés depuis 90, qui n'ont vu qu'un seul homme à la tête de l'État tchadien, qui veulent certainement du changement. Et on dit, toi tu es le candidat de l'opposition, va nous représenter dignement, valablement. Non, je pense qu'il mesure à sa juste valeur l'immensité de la tâche qu'on lui a confiée. Et parce qu'aujourd'hui, sur le continent, vous savez comment ça se passe. Dites-nous. Quand des chefs d'État se choisissent leurs adversaires, est-ce qu'il n'est pas en train de penser à cela. Ça se fait, bien sûr, ça se fait. Jacques? Ça se fait, et après, on vous nomme ministre en charge de la réconciliation. Donc, c'est comme ça, aujourd'hui. C'est le portefeuille indiqué. Voilà. C'est ça? C'est l'effet du mode dans la sous-région aujourd'hui. Quand on vous plébiscite, quand on vous porte à ce niveau et on vous dit, va représenter l'opposition, c'est une tâche immense, c'est une lourde responsabilité, parce que celui que vous avez en face, c'est un vieux routier, c'est un vieux briscard qui ne voudra pas forcément... Vas-y tous derrière toi.
Oui, mais tous derrière toi, vous ne savez pas ce qui se passe la nuit. Si on l'appelle la nuit, on dit, bon, tu fais le jeu. Le pouvoir l'appelle. Bien sûr, il peut faire le jeu. L'opposition est si idiote pour désigner Kudam pour oui, la mais représenter. Le pouvoir, c'est tentant. Lui, il a peut-être envie d'aller représenter l'opposition, mais vous ne savez pas ce qui peut se jouer la nuit via un coup de fil, ou bien on va le chercher à son domicile, on le présente en face du grand maître la nuit, là, on lui miroite des choses, on dit si tu ce qu'il n'a jamais vu. Ce qu'il n'a jamais vu. Si tu arrives à faire le jeu, toi... Voilà, telle chose. Il va certainement mordre à l'hameçon et décevoir tout un peuple. Voilà. Donc, d'où il dit, je pense à la lourdeur de la tâche qui m'a été confiée et à sa délicatesse, parce que c'est délicat. On peut vous avoir. Et alors que tout le monde a fondé son espoir sur vous. Donc, moi, j'ai aimé son propos. Maintenant, quitte à ce qu'il représente dignement et valablement cette opposition-là. Voilà. Alors, Kebzabo dit, ça s'est passé sous ses yeux, hein. Il dit, vas-y mon petit. Adrien. De la résignation qui ne dit pas son nom, peut-être. Vraiment. Ah oui, de la résignation qui ne dit pas son nom. Et à l'arrivée, nous allons constater. Soyez un peu plus sérieux. Il va falloir que s'ouvre l'air. Ou dans nos pays africains, lorsqu'on parle d'élections, qu'à l'extérieur nous serons crédibles, franchement. Qu'à l'extérieur... C'est pas encore le cas. Ce n'est pas encore le cas, malheureusement. Et je vous ai dit que c'est comme si nous retournions à la période post-indépendance. Oui, nous retournions à la période post-indépendance, où soit c'est des coups d'État, où ceux-là que nous croyons une fois aux affaires essaieront de gérer la cité qui nous est commune, dans les règles de l'art, mais que ceux-là se muent en véritable dictateur, en autocrate, qui vous en impose. Et vous n'avez pas le droit de rechigner. En rechignant même, on vous mène la vie dure. C'est ça qu'il est question. Mais non, il va falloir que nos dirigeants œuvrent, afin qu'à l'extérieur, on nous prenne davantage au sérieux. C'est tout. Et le cas qui a été réédité, opposition unique. Oui, opposition unique, mais de quelle opposition s'agit-il? Et dans quelles conditions? Et quels sont les critères? Vous ne croyez pas à l'opposition sur le continent? Vous n'y croyez pas? En tout cas, alors où je vous parle, c'est vrai. C'est vrai qu'il y a certaines personnalités qui veulent bien calmer l'opposition. Mais j'ai qu'à faire allusion à cela tantôt. Soit on vous fragilise dès le départ, on vous fracasse dès le départ. Êtes-vous opérateur économique? Il y en a qui sont sans ordaz, qui ne sont pas opérateurs économiques, qui sont intègres, qui peuvent bien faire l'affaire. Oh là là, ils sont davantage fragiles, ceux-là. Parce que l'aura suffit qu'on leur miroite également des choses. Et... Ils n'étaient pas chômeurs. Même s'ils n'étaient pas chômeurs. Parce que ce qu'il y a de cynique également dans l'affaire. Dites-nous. Parfois, lorsque vous refusez, vous rejetez les avances, mais on vous crée des complications en fait. On vous complique l'existence. Vous comprenez bien? Et entre le marteau et l'enclume, alors vous êtes obligé d'opérer un choix. Mais le choix qui n'est pas souvent le choix judicieux à opérer. Et l'international dont on parle, M. Amsoua a l'habitude de le dire souvent, tant qu'il est là pour jouer certains rôles sur le continent ou bien dans sa zone, il est obligé d'être maintenu, quelles que soient ses dérives. Donc, parfois aussi, l'international cautionne la chose, d'où ça devient plus compliqué. Tant qu'on ne lâchera pas peut-être le maréchal, il serait peut-être difficile à cette opposition-là d'aller prendre aussi facilement le pouvoir. Nous restons au Tchad avec l'artiste Rimskim, et lui dit quoi? En tant que Tchadien aujourd'hui, on a toutes les raisons pour pouvoir exprimer notre ras-le-bol. Un gouvernement qui ne vous respecte pas, il faut le mettre de côté et en installer un autre. C'est bien beau de le dire, mais comment? Comment le faire? C'est ça le problème. Pour un maréchal devant lequel tous les généraux tremblent, qui arrive à se faire investir aussi facilement, comment ces jeunes-là peuvent arriver aussi facilement sans être matés, sans être jetés en prison, sans être martyrisés? C'est vrai que nous avons débattu de ça dans l'émission précédente où Obasanjo incitait la jeunesse à aller arracher le pouvoir à ces jeunes-là. Maintenant, assez vieux là. Assez vieux là.
Maintenant, le cas tchadien, c'est un cas atypique parce que c'est l'une des armées les plus puissantes du continent. Dit-on. Parce qu'en matière d'effectifs aussi, l'armée tchadienne n'est pas un petit morceau, donc ce serait difficile. Moi, je partage son courage à le dire, mais il va rester la pratique, la faisabilité. Comment veut-il y arriver? Voilà. Lui le fait avec les morceaux, avec les paroles. À chaque pays son Bobby Wine, c'est ça? Justement, oui, qu'il ne faut pas banaliser, parce que dans l'histoire de certains pays, même les artistes ont contribué en Haïti. à bien de lutte. Et qui ont porté, en fait. Qui ont porté. Ils jouent sa partition. Les journalistes joueront les leurs. Chaque caste de la société doit pouvoir jouer le rôle qu'est le sien, en fait, pour approcher une situation. Et c'est la somme de tout cela qui sera la pression à exercer parfois sur les pouvoirs, ceux-là qui ne veulent pas céder le pouvoir. Parce que une fois qu'ils attrapent le fauteuil, c'est à croire qu'ils sont nés avec ces fauteuils-là. Vous comprenez bien? Alors qu'en naissant, ils n'y ont pas songé. Vous comprenez bien? Donc non, il joue bien son rôle là, il joue sa partition, que les autres couches de la société au niveau du Tchad jouent également les partitions qui sont les leurs. Il dit qu'il en veut surtout au système, pas des biens en personne, mais de son système. Oui, mais puisque il n'y a pas de président sans des collaborateurs, il y en a qui sont là, qui n'ont pas intérêt à ce que Idriss Déby parte, parce que s'il part, alors c'est foutu pour eux. Donc, moi, je pense que c'est vrai, c'est tout un système. Le pouvoir d'État, ce n'est pas un seul individu. Pour exercer son pouvoir, il s'appuie forcément sur des institutions, il s'appuie forcément sur des personnes qu'il a nommées. Et normalement, c'est tu me nommes, je ne te reconnais plus. Mais ce qui n'est pas le cas en Afrique, généralement. On ne peut pas dire au chef, nous allons droit dans le mur. Alors, il vous dit Adrien. Mais les prébendes, les indemnités, les avantages, les fauteuils moelleux et tout ça, ça les fauteuils douillets. Ah oui, ça enivre certains. Ça enivre certains et vous les méconnaissez. Ils sont méconnaissables une fois qu'ils sont en pole position dans la République. Ah oui, mais vous comprenez bien qu'ils ne peuvent pas du sitôt lâcher le morceau. Donc voilà, il faut avoir une sorte de courage. Les valeurs, nous y revenons, les valeurs, l'éthique, la bonne gouvernance, l'éthique. Mais c'est de ça qu'il s'agit, tout simplement. Parce que c'est vrai qu'il y a un après-règne. Parce que tôt ou tard, fort heureusement, que Dieu est le maître suprême, dit-on. L'omnipotent. L'omnipotent, il n'y a que Dieu qui soit éternel. Donc, vous voyez bien la fin de certains chefs d'État. Vous voyez à quoi cela ressemble. Donc, comme l'a dit Jacques, oui, parce que dans l'ombre, dans le sérail, ceux-là qui sont à même d'attirer l'attention du chef, tu sais, attention, monsieur le président, ça devrait être une dérive si nous prenons cette option. Mais non, ils veulent servir au chef. Non, ils veulent servir au chef, ce qui veut bien entendre, mais pour pouvoir être maintenu au poste, démissionner. Alors là, ce verbe-là, il faudra le conjuguer. Ça n'existe pas chez vous. C'est un couteau à double tranchant aussi. Il faut savoir le conjuguer. Parce que cela repose le problème de nos cadres et de nos intellectuels, en fait. C'est le général d'un pays, paix à son âme. Bon, je dis le général Mathieu Kérékou, qui avait l'habitude de dire intellectuel taré. Oh, je ne veux pas croire que les faits lui donnent raison. Parce qu'ils n'ont pas la poigne pour... Certains n'ont pas la poigne. Parce que bon, on s'attache en fait au bien de ce monde. Les vanités des vanités, toutes des vanités. Nous passons au dernier extrait. Georges Weah Junior, c'est lui qui a parlé. Il n'a pas parlé, mais il a agi et la police française a réagi. Georges Weah Junior, 33 ans, fils de l'actuel président de Libéria, interpellé pour non-respect des mesures en vigueur liées au contexte sanitaire et outrage et rébellion. C'est la police française qui se plaint de lui comme ça. 2 fautes pour lui seul. Oui, il doit pouvoir faire beaucoup attention parce que c'est en France, certainement. C'est pas chez lui. Il doit pouvoir le savoir. Oui, ça aurait été chez lui que, mais on vous dira circuler. Il n'y a rien à cirer là. Bien au contraire.
vous qui êtes auteur, vous qui avez divulgué ces genres d'informations, c'est à peine qu'on ne vous colle pas quelque chose, qu'on vous jette en prison. Mais là-bas, c'est la France. Et ils sont regardants sur certains principes énormes. Alors là, il n'a qu'à faire attention. C'est vrai que son papa a été un ancien footballeur talentueux, mérite. Attention, cela ne saurait le dédouaner. Parce qu'à les prendre garde, ne soyez pas surpris non plus qu'on l'inculpe. Il pourrait même risquer la prison à les prendre garde. Il dit qu'il a le droit de faire ce qu'il veut, quitte à payer les amendes. Que c'est pas l'argent qui manque. En plus, il était en boîte de nuit. Et ils ont mis la musique à fond. Ils n'ont rien respecté. Il a transformé son domicile en boîte de nuit. Absolument. Donc, moi, je pense qu'il faut lui appliquer la sanction prévue par les tests. Parce que ce n'est pas parce qu'on est enfant d'un chef d'État qu'il faut tout se permettre. Oui, même s'il était au Libéria, normalement, si les institutions fonctionnaient bien, si la police fonctionnait très bien, on devrait même le prendre au Libéria, même s'il était au Libéria, et lui appliquer les tests. Parce que le fils de George Weah doit projeter une bonne image dans l'opinion pour que les gens mettent leur masque, pour que les gens respectent la distanciation, les mesures édictées par le gouvernement. Normalement, lui doit servir de modèle, ce qu'il ne fait pas. Et il veut user de ce qu'il est le fils d'un chef d'État. Je pense qu'il a piétiné les tests et il faut le ramener à l'ordre, lui appliquer la sanction la plus lourde pour lui montrer que ce ne sont pas seulement les fils des pauvres qui doivent respecter la loi fixée par... Il brandit son passeport diplomatique. C'est petit, il comprend quoi au monde? C'est de la gnognotte, ça ne voudra rien dire parce qu'on n'influence quand même pas dans certains pays avec ces passeports, bien au contraire. Et je vous ai dit tantôt, ça aurait été en Afrique, oh là là, on se mettrait même au garde à vous. On se mettrait même au garde à vous et rentrerait avec garde du corps. Donc là, il a mis le doigt dans un engrenage qu'il ne soupçonne pas. Vivement qu'il recouvre ses esprits et qu'il revienne à de meilleurs sentiments. Il y en a qui gifleraient des ministres, il paraît, des fils de président. Voilà. C'est une question d'éducation, parce que lorsque vous êtes né avec une cuillère dorée dans la bouche, on pense que c'est la fin du monde et qu'on peut tout se permettre. Je pense que c'est une question d'éducation. Et l'enfant aussi, ça doit être éduqué dans une certaine condition. On peut pas... À 33 ans, moi je pense que déjà il fait la Java. Je pense qu'il faut apprendre il faut apprendre à ces gens, surtout les fils de président, les fils de personnalité, à mieux se comporter dans la cité pour que les gens ne les copient pas. Parce que ce qu'il a fait en France, imaginez que ça soit un pauvre Libérien qui le fait au Libéria et la police le prend, je pense que c'est la prison ou bien on va le tabasser. Et il faut que nous apprenions à raison garder, voilà. Et vous traitez ces ressources-là pour faire tout ça, Adrien? 33 ans. Mais on peut être millionnaire à 33 ans, mais il a travaillé où, lui, là, pour avoir tout ça comme ressources? Il dira que son papa était footballeur. Ah oui, alors il a rempli cette fortune la diable, non? Vous savez que, bon, en Afrique, on accède au pouvoir parfois pauvre. Mais on en sort toujours riche. Ah, toujours riche. Oh là là, on en sort véritablement riche. On en sort riche. Ça, c'est l'Afrique, ça. Rares sont ces chefs d'État africains. Ils gardent leur mesure à la fin de leur sortie de charge. Sankara est décédé, vive Sankara. J'aurais tout dit. Merci à vous, Adrien. Merci également à Jacques. Madame, monsieur, merci pour votre fidélité à nos programmes.